Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue au Clubhouse de Dribble. Merci de nous être fidèles, et ce malgré les attentats visuels de mon confrère. Pourtant, on ne va pas lui jeter la pierre, car en bon journaliste qu'il est, il a bravé les éléments ce week-end pour vous offrir l'information à chaud. Et résultat, il est malade, mais il a tenu à défendre sa place de titulaire. Je vous demande d'accueillir le journaliste Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco, sacrée présentation. Je ne vais pas te demander comment tu vas, parce que tu vas me répondre mal. Ouais, pas super, mais bon, c'est comme au foot, hein, t'as des petits bobos, mais il faut quand même être là, donc je suis là. Et tu es là, et c'est tout un plaisir. Lui aussi, on l'a dépêché sur place, envoyé spécial pour suivre le déplacement de Differdange à Ostert. Il est de retour du stade Jos Becker, plus motivé que jamais. C'est le rookie, le journaliste stagiaire Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Salut Marco, un très beau match vu ce week-end à Ostert. J'ai réussi à sortir du stade, c'était pas trop évident de trouver la sortie entre les grues et les échafaudages, mais on est bien présent. C'est parce qu'on va pas assez à Ostert et donc ils veulent nous garder. C'est exactement ça, je pense. Voilà. Et à côté de toi, l'un des meilleurs défenseurs du pays, l'une des fiertés nationales. Il a déjà été appelé par le passé en sélection. Jeff Strasser a parlé de lui la semaine dernière sur ce plateau en des propos élogieux. Il fait régulièrement partie des équipes types de la BGL League. Il a été formé à Kergeng, puis il est arrivé en 2019 au FC Differdange. Et depuis, il a tout gagné, 2 Coupes de Luxembourg, 2 titres de champion. Il en est déjà à 129 matchs, si je ne me trompe pas, en BGL League à 25 ans le mois dernier. C'est Kevin Dansico que je suis très heureux de recevoir. Merci Kevin d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous, merci à vous, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Du coup, merci Marco pour les compliments. Merci. Et voilà, je suis content d'être ici avec vous. C'est nous qui sommes contents parce que ça fait longtemps que je te demande de venir, que je demande au Sergio Ramos du Grand-Duché d'être parmi nous. Et donc on va parler évidemment avec lui de football, puisqu'au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur le retour en championnat après la trêve internationale, la chasse au point du FCD 03 avec ses 2 matchs en retard. On évoquera l'arbitrage, restez bien avec nous pour un débat houleux sur l'arbitrage au Grand-Duché. Un coup de projecteur sur notre invité Kevin Dansico, le joueur differdangeois, potentiel roue de lèvres, mais aussi l'homme derrière le tricot. Les News Express, le foot féminin, l'APH, la Coupe nationale, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. On débute avec les résultats de la 6e journée de BGL League avec Kergeng qui s'est imposé 3-0 face à Pétange, Mamers qui s'est incliné 1-2 face au Swift Espérange. Le Progrès s'est incliné également sur sa pelouse 0-1 face à Strassen, tu y étais Boris. Bisson a infligé une correction à Rosport qui était pourtant le tube de l'été jusque-là, 5-0. Dans le Jeunesse ICO, c'est Caneche qui a battu la Jeunesse Esch 1-0. Le Racing s'est encore une fois incliné, toujours pas de victoire pour les hommes de Yannick Kakoko, 0-2 face à Mondorf qui monte de plus en plus. Dudelange a enchaîné avec un 5e succès, 3-0 face à Rodange. Et donc Ostert qui s'est incliné, qui a vu le champion en titre Differdange marqué dans les tout derniers instants pour le 0-1. Je vais vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette 6e journée de BGL League ? On a vu finalement les promus un peu se rebiffer, si on peut dire, avec notamment ces 2 beaux succès de Kergeng et Bissen. Notamment Bissen qui s'est imposé, comme tu l'as dit, face au tube de l'hétérosport, qui est peut-être en train de commencer à rentrer dans le rang. Un beau succès pour les Bissennois qui avaient déjà cherché leur premier succès en BGL la journée passée et qui confirment par ce beau succès à domicile. Et pour Kergeng, une victoire dans le derby, première victoire de la saison. Pour ma part, j'avais pu échanger avec le coach David Vandenbroek la semaine passée qui me disait qu'il fallait en tout cas corriger certains détails qui avaient pu manquer à cette équipe de Kergeng, et force est de constater que ça a pu être réalisé pour eux qui lancent enfin leur saison. Moins positif pour moi, mais je me sens obligé de parler du Racing. Ouais, le Racing qui, au bout de 6 journées, reste l'une des 2 seules équipes qui n'a toujours pas gagné en championnat avant-dernier. Au-delà du fait qu'eux, ils avancent pas, c'est surtout que sur ce qu'on pouvait attendre du début de saison, ils sont déjà très loin des principaux concurrents à l'Europe. Differdange a 9 points d'avance, Dudelange en a 13, Strassen en a 10. Ils ont un match en retard contre Differdange qui est déjà presque vital pour eux s'ils veulent toujours un peu croire à l'Europe. Mais c'est surtout qu'il y a eu des départs en fin de mercato qui ont fait très mal. Un secteur offensif qui doit être complètement repensé. Et tu vois que les buts qu'ils encaissent, il y a des CSC, des erreurs de relance dans l'axe, des trucs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir la saison passée. Et c'est vrai que tu as l'impression que tout va mal pour eux. Et dans ces situations-là, c'est vraiment dur de sortir de ce genre de dynamique-là, surtout quand
t'es pas programmé pour jouer à cet endroit-là du tableau. Donc, Bon, moi, ce que je retiens, mais on va y revenir, donc je vais pas m'apesantir, c'est la victoire sur le fil de Differdange grâce à une tête de Samir Hadji dans le temps additionnel. Thomas, tu pourras nous raconter ce match. Alors justement, on va parler du FCD 03. Differdange, c'est 10 matchs cette saison, 2 en Champions League avec 2 défaites, 6 en Conference League avec un bilan de 3 défaites et 3 victoires, et donc un 4/4 en BGL League. Et on va revenir justement sur cette campagne européenne. Alors Kevin, j'ai envie de me tourner vers toi en premier. Qu'est-ce que le groupe retient de cette campagne européenne ? Principalement, je dirais que le groupe retient beaucoup de positifs, parce qu'il faut toujours rester sur le positif. On a passé 2 tours, ce qui est déjà pas mal si on est honnête. Bien sûr qu'on avait l'objectif d'aller plus loin, d'aller dans les poules, c'est sûr. On était un peu déçus, c'est vrai aussi. Mais finalement, je pense qu'on est fiers de nous, que tout le groupe est content de ce qu'on a fait au niveau international. Ce qu'on a montré aussi, je dis principalement à Tallinn. Ouais. Il y a vraiment un bon match de notre part. On a vraiment su remporter la victoire là-bas, que c'est certainement pas facile. Après, c'est aussi un petit regret, faut le dire, parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux peut-être. Ça s'est pas joué à beaucoup. On reste sur beaucoup, malheureusement, on reste sur beaucoup de fautes individuelles. Ouais. Même si ça fait part du foot, je pense qu'on ne doit pas se mentir là-dessus. Il faut regarder la vérité dans les yeux, et je pense que c'est quand même positif, parce qu'on sait que si on va s'améliorer sur ces points-là et éviter les fautes individuelles, qu'on sait faire encore beaucoup plus l'année prochaine. Je pense que si on aurait maintenant dit que c'est un peu le général, que ça manquait partout de gauche à droite, c'est plus difficile de savoir où maintenant modifier, si c'est la tactique, le groupe, l'équipe qui était sur le terrain. Mais si tu vois qu'on a quand même su tenir le fil avec les grandes équipes internationales, et que tu as juste à éviter certaines fautes individuelles, même si ce n'est pas toujours juste un joueur, ça s'accumule, ça commence voilà. Mais c'est assez positif quand même, je trouve. Oui, parce que ça rappelle un petit peu ce que Jeff Strasser, qui était assis à ta place la semaine dernière, nous disait. Les erreurs individuelles, ça arrive, hein, c'est humain, mais derrière, on doit compenser ces erreurs individuelles, et donc parfois, c'est des erreurs en cascade qui ont fait que vous avez encaissé ces buts. Alors, tu nous parles du niveau international, et c'est vrai que vous avez porté haute les couleurs du Luxembourg. En revanche, est-ce que c'est pas difficile, en tout cas pour nous observateurs, de se remotiver malgré tout le respect que l'on doit à ces équipes, mais pour affronter des promus comme Bison, Canèche, Mamers sur le synthétique? Ça doit être la différence doit être quand même assez importante après avoir été à Tallinn, à The New Saints. Bien sûr, si je dirais le contraire, j'allais mentir, parce que bien sûr, c'est surtout. C'est pas seulement que c'est maintenant Bison ou Mamers au niveau d'équipe, mais c'est surtout tout ce qui est autour, c'est-à-dire le stade, les supporters, comme vous dites, les terrains. C'est un peu difficile, disons, de changer les chiffres, de venir des matchs internationaux. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de supporters, il y a une certaine pression, une certaine adrénaline avant le match qui est plus haut, naturellement, que si tu reviens et tu joues le week-end, par exemple, à Mamers. Ce qui ne veut pas dire qu'on a sous-estimé l'adversaire ou qu'on n'a pas eu envie de jouer ces matchs-là. C'est juste différent, c'est complètement différent. Il faut se remettre dedans, il faut se dire, à un moment donné, il y avait la fin de l'aventure européenne, ce qui est normal. Et je pense, la première semaine surtout, c'est un peu difficile de rentrer à nouveau dans la mentalité championnat national et se concentrer seulement sur l'adversaire du week-end. Mais on a su le faire. Même si c'était un peu plus compliqué, on a su le faire. Ouais, on va revenir sur ce début de BGL League et puis directement sur cette 6e journée. Donc Thomas, tu étais au match entre Ostert et Differdange, notre envoyé spécial au stade Jos Becker. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match ? Ça n'a pas été un match facile pour Differdange. On pourra presque parler de traquenard finalement, parce qu'on arrive, comme on a dit, sur un stade qui est en travaux actuellement. C'est un environnement qui n'est déjà pas facile, avec une météo capricieuse. Et une équipe d'Ostert qui a parfaitement joué le coup, qui a bien attendu Differdange, qui n'a pas essayé de jouer bloc bas, mais qui a vraiment agressé au milieu de terrain cette équipe de Differdange. Ostert est venu jouer pleinement sa chance, ils auraient pu faire basculer le match, et finalement Differdange s'en sort grâce à Samir Hadji, malgré un carton rouge de Juan Bédouré à la 60e. Mais comme on sait, dans une saison de football, on ne pourra pas avoir 30 matchs faciles, il va falloir aller cravacher pour aller chercher certaines victoires. Alors Kevin, l'année passée, on avait l'impression que toutes les équipes voulaient faire tomber Differdange avec le record d'invincibilité de Felipe. Donc c'était un peu le rendez-vous pour chaque équipe. Cette année, on a l'impression que les analystes vidéo ont bien travaillé, ont beaucoup regardé ce que vous avez fait
lors de la campagne européenne et ils semblent beaucoup mieux armés. Sur les 3 matchs reportés, il en reste 2 à jouer. Le premier face au Racing qui se tiendra le 8 octobre pendant le stage international. Le deuxième, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Il n'a pas trouvé sa place dans le calendrier, le match face à Rodange. Est-ce que ça vous oblige, vous, à faire la course au point et à vous retrouver dans ce genre de match piège, ou est-ce que de toute façon, vous jouez votre championnat comme d'habitude ? Moi, je dirais que de toute façon, on joue le championnat comme toujours. Bien sûr qu'on doit rattraper les points et ces matchs-là, c'est hyper important de les gagner, mais comme tous les autres matchs. Donc, je trouve que pour nous, il n'y a pas grand-chose qui va changer maintenant. Plus de pression, je dirais non. Et pour revenir, voilà, ce qu'il a dit avant, c'est que pour moi, tous les matchs sont compliqués. Il n'y a pas un match facile, c'est la vérité. Peut-être, oui, un week-end, tu es en meilleure forme que l'adversaire, tu t'en sors mieux. T'as un bon jour ou t'as un mauvais jour, bien sûr que c'est plus compliqué ou moins compliqué, mais je trouve que honnêtement il n'y a pas de match facile et on l'a vu, notre début de saison on l'a vu, on s'est bien sorti, on a mis 4 sur 4, mais tous les matchs c'était compliqué, oui. Je dirais. C'était pas qu'on a mené après 30 minutes et on a remporté la victoire facilement, donc ça montre déjà qu'il y a de la compétitivité cette année, qu'il faut pas faciliter et qu'il faut prendre chaque match au sérieux. Et les matchs voilà, qu'on est en retard, qu'on doit reprendre, je pense que c'est déjà bien pour nous, parce que déjà, si on regarde maintenant le classement, sans avoir joué les 2 matchs qui nous manquent, on est 3e, on a mis 4 sur 4, on est à 5 points à Dudelange. C'est pour ça que je dis, j'ai déjà beaucoup entendu parler, oui, le début de Differdange, il est un peu plus compliqué, qu'est-ce qui se passe ? Moi, honnêtement, je suis assez tranquille. Pourquoi ? Parce que tu peux pas toujours directement dominer complètement. Ce qui est le plus important, on l'a fait. On a joué 4 sur 4 victoires. On les a remportées. Et à la fin, oui, on peut dire tout juste à la fin, c'est de la chance, c'est pas de la chance. Mais c'est pas pour rien qu'un match, il a 90 minutes. C'est pas pour rien qu'il y a du temps additionnel. Sinon, un match aurait 60 minutes. Et on a su faire... oui, ma mère aurait bien aimé que le match dure 80 minutes, parce que vous marquez 4 buts entre la 82e et la 95e minute. Là, hier, c'était 92e, je crois. Tu aurais bien signé pour un 0-0 voilà. en fin de match aussi. Donc oui, c'était serré. Mais pour rebondir sur ce que dit Kevin et sur les critiques qu'il peut y avoir aussi sur peut-être le style, etc., que ce soit un peu plus dur que la saison passée, il faut quand même se dire que déjà, tu as un nouveau coach qui est arrivé, tu as un effectif qui a, même s'il y a la base défensive qui est quand même toujours là, tu as beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer. Et puis surtout, les mecs, ils ont joué 8 matchs et ils se sont fait 4 déplacements en Coupe d'Europe. Donc ça aussi, le fait d'enchaîner ces déplacements, il y a une sorte d'usure déjà physique, mais même mentale, avec des déplacements assez longs, qui font que, bah oui, c'est sûr que quand tu as joué contre Drita et que tu dois jouer 3 jours après en championnat, bah ouais, c'est plus dur peut-être physiquement et même mentalement de se motiver pour ces matchs-là. Pour le moment, ils font le travail, ils sont dans la course. Je pense que ça viendra au fil de la saison. Et pour l'instant, ils sont là où ils doivent être. Ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner. Donc, je pense qu'on verra d'ici 2 semaines. Il y a un petit Differdange Dudelange qui pourra être intéressant, je pense. En effet. Alors après, pour l'instant, on a vu assez peu de buts de la part de Differdange. Donc, hormis ce 4-1 à Mamers où les Mamerois ont craqué en fin de rencontre. Est-ce que ça signifie des problèmes offensifs ? Est-ce que souvent, beaucoup de nos confrères disaient l'année dernière qu'avec Pedro Resende, Differdange était une équipe défensive. Et c'est vrai que là, avec la perte de Guillaume Trani, on a l'impression que pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé un numéro 10 virevoltant. Et donc, vous avez une solidité défensive, ça, elle est assurée, puisque la charnière n'a pas changé. Est-ce que pour l'instant, il y a un petit problème, puisque toute la palette offensive a été changée? Comme tu l'as dit, en fait, c'est ça, il y a un mélange de recrues qui doivent s'adapter, même Namora aussi qui est arrivé de Boavista. Quand tu regardes là maintenant, tu as Bourg et Hadji qui jouent devant, et clairement, c'est pas les mêmes profils de joueurs que tu avais la saison passée. Donc, avec des profils comme ça, on le sait, c'est des mecs qui sont costauds dans les duels. Tu as envie peut-être de voir un peu plus de centre sur les côtés. Bah, le but, il arrive d'un centre de l'Empereur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu as envie peut-être de voir un peu plus des Franzoni et des l'Empereur envoyer des ballons dans la surface. Donc, moi, je sais pas ce que le coach dit aussi. Peut-être Kevin pourra nous aiguiller un peu là-dessus, mais tu dois apprendre à jouer avec des nouveaux joueurs devant. C'est le secteur de jeu qui est en reconstruction. Le coach, tu vois qu'il est encore... Pas il tâtonne, mais tu vois qu'il essaye encore des joueurs. Randy Bourg, il a gagné sa place. Ça se trouve, dans 2 semaines, c'est Mfumu qui va réussir à reprendre sa place. Abreu aussi, qui est là, qui est toujours dans l'équation. Et malgré ça, c'est vrai qu'ils marquent pas non plus plein de buts, mais ils ont mis quoi, 8 ou 9 buts cette saison? 9, 10 9. Bon, en 4 matchs, ça reste quand même honnête, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et puis, malgré tout... On s'inquiète pour rien, la barre, elle est haute maintenant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est normal. Mais
Et puis il faut aussi pas oublier, même si c'est vrai qu'il prend de l'âge, mais il est toujours efficace. Hadji, c'est 20 buts par saison, quasiment assuré. Donc c'est quand même une certaine caution garantie aussi d'un mec, tu sais, qui devant, quand il va jouer, il va te faire ses 15-20 buts par saison. Ouais, et puis ce problème offensif, parfois, il est également résolu par la montée des défenseurs. Donc on voit Théo Brusco de plus en plus monter. Et toi aussi, Kevin, qui prends ta chance de loin et souvent... ça passe d'un rien. Il en a mis un ou deux la saison passée aussi. C'est une demande. Je sais que quand je t'avais eu en interview pour un précédent dribble, tu avais dit que tu avais envie de progresser là-dessus. Est-ce que ça correspond aussi aux consignes du coach de devoir monter et tenter ta chance? Cette année, pas forcément. Ouais. Il nous a donné les consignes, ni à Théo ni à moi, vraiment de dire voilà, ces actions-là, vous montez. Mais on a quand même maintenant évalué dans un système que Théo, il peut se projeter plutôt en 6. Parce que voilà, mon Théo, il a les qualités pour le faire. Bien sûr qu'offensivement aussi, c'est un avantage de l'avoir s'il monte avec le bloc un peu plus haut. Ou s'il est au deuxième poteau, qu'on sait, voilà, Théo, t'es toujours, t'es toujours là, deuxième poteau. Mais voilà, c'était surtout ça, quand on a la possession de la balle, que Théo, il monte un peu pour jouer plus haut, pour jouer comme un vrai 6. Et pour moi, de ma part, non, si la chance, disons, j'ai l'espace devant moi, je sais que je peux avancer avec le ballon au pied, je peux faire du bien sur les côtés. Voilà, je tente ma chance et c'est juste un sentiment, mais c'est pas maintenant c'est le feeling. Bon, il y en a qui ont reçu des consignes, ce sont les arbitres et notamment celle de leur représentant Alex Kruger qui a présenté les innovations de l'arbitrage qui ont été détaillées par nos confrères du quotidien, avec notamment un nouvel outil de travail qui s'appelle RefAssist, un système automatique de désignation des arbitres, la garantie d'avoir un 4e officiel à tous les matchs de BGL League. Sans parler d'un sujet très important, mais qui semble ne pas intéresser les instances fédérales, qui est toujours la présence d'un seul arbitre sur les matchs féminins. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais dans le même temps, par rapport à ces nouvelles directives et ces nouvelles informations, sur la seule journée la seule 6e journée de division nationale, donc il y avait 8 matchs, on s'est amusé à compter. Et les hommes en noir ont dégainé sur nos terrains pas moins de 6 cartons rouges et 67 cartons jaunes. Il n'aura pas également échappé à votre sagacité que les réseaux sociaux ont regorgé d'images en fin de week-end et lundi et de commentaires de joueurs, de membres de staff ou d'observateurs remettant en cause les décisions arbitrales. Donc je vais vous poser une question épineuse, comme d'habitude, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Messieurs, y a-t-il un problème avec l'arbitrage au Grand-Duché ? J'ai pas envie d'accabler les arbitres, mais je pense que oui, il y a un problème d'arbitrage, mais comme partout en fait, c'est pas propre au Grand-Duché pour moi. Il y a des erreurs qui peuvent coûter cher. Tu peux être frustré après un match. Et encore une fois, je pense que au-delà de ça, au Luxembourg, les arbitres n'ont pas tous les outils à disposition que peuvent avoir certains voisins. Comme la VAR. Comme la VAR par exemple. Et malgré la VAR, tu vois que chez les voisins, encore ce week-end en France, il y a eu des débats sur l'arbitrage, des trucs qui n'ont pas été vus même après la VAR. Donc forcément que les arbitres restent des humains et qui peuvent faire des erreurs. C'est vrai que parfois ça va coûter plus ou moins cher. Mais je pense que ce qui peut jouer aussi au Luxembourg, c'est comme on l'a dit, il y a peu de spectateurs, il y a peu de monde en tribune. Donc dès que quelqu'un crie, dès que quelqu'un va invectiver l'arbitre, tu vas tout de suite l'entendre. Et les arbitres, c'est aussi des humains. Ça peut les perturber dans leur manière d'arbitrer. C'est un souci, mais c'est pas propre au Luxembourg en fait. Thomas. Je vais rejoindre un peu ce que Boris a dit, notamment sur le côté d'avoir peu de personnes en tribune, d'avoir tout de suite un cri qui peut déstabiliser. En tout cas, je vais m'appuyer de ce que j'ai vu à Ostert, puisque ça a été un match qui a été 12 bien animé par des avertissements, où finalement on se retrouve sur un stade qui est assez petit, où les spectateurs vont être derrière une main courante, mais finalement peut-être à 1 ou 2 mètres derrière l'arbitre assistant quand il sera dans cette zone. Ouais. Et donc mêlé à ça, si on rajoute les bancs, finalement, en plus des 22 acteurs qu'on peut avoir sur le terrain, on a l'impression d'avoir des gens en plus, très proches de la pelouse, voire presque sur la pelouse, entre les bancs et les spectateurs, ce qui fait que ça crée un peu un environnement qui peut vite déstabiliser un arbitre, ou peut avoir du bruit qui va venir d'un coach qui va s'énerver, ou du spectateur qui est derrière l'arbitre assistant qui va un peu lui crier dessus. Et je pense que c'est pas forcément une excuse pour justifier des erreurs arbitrales, mais ça peut jouer dans le fait d'être déstabilisé, se tromper de décision. Puis il faut se dire aussi, excuse-moi Marco, il faut se dire aussi que c'est vrai que peut-être un week-end tu peux être frustré, mais il faut vraiment se dire que sur une saison, sur l'ensemble d'une saison, peut-être il y a un match où tu vas te dire tu vas gagner des points
un peu grâce à une erreur de Tout l'arbitrage. se compense. Normalement, sur la période, c'est censé se lisser. En plus, si jamais certains clubs considèrent qu'un arbitre les siffle pas très bien, il peut faire une demande pour ne plus être arbitré pendant un certain temps par un arbitre en particulier. Et le nouveau système va le permettre, Voilà. cette donc désignation ça permet automatique. aussi peut-être, on va dire, d'éviter tout soupçon que pourraient avoir certains clubs ou certains dirigeants en se disant « Ah, lui, il nous aime pas ». Ça permet aussi, je pense, d'évacuer un peu tout ça. Donc, bon, alors si je vous résume, c'est pas qu'il y a un problème d'arbitrage au Grand-Duché, c'est que certaines personnes ont des problèmes avec l'arbitrage. Alors je vais me tourner vers Kevin, non pas pour qu'il critique les arbitres, parce que c'est pas du tout il va prendre des cartons après. Et d'ailleurs, je serais ravi d'accueillir un arbitre sur le plateau pour débattre de ce sujet. On a l'impression parfois aussi que ces nombreux cartons jaunes, voire ces expulsions, elles arrivent parce que, notamment sur les bancs, je parle pas forcément des joueurs, mais notamment sur les bancs, on a parfois des membres de staff qui savent moins garder leur nerf. Alors on l'a vu par exemple contre Drita avec l'exclusion de 2 préparateurs physiques chez vous, plus du kiné. Alors je comprends, la frustration elle est très grande. Nous en cabine de presse, je pense qu'on insultait un peu monsieur l'arbitre contre Drita. Mais voilà, est-ce que c'est pas aussi le rôle des membres du staff d'essayer de garder leur sang-froid ? Honnêtement, c'est difficile. C'est trop dur. C'est dur, cette question elle est dure. Déjà, je suis pas fan d'aller dans les discussions d'arbitrage et tout ça. Honnêtement, c'est difficile, ça me donne rien en fait en tant que joueur, ni sur le terrain, ni après le match. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les discussions comme ça. C'est vrai que parfois, c'est vraiment dur d'accepter ce qui se passe sur le terrain et c'est frustrant. Et voilà, si on reste professionnel, je dois te valider. Et bien sûr que le staff, les membres, tout le monde sur le banc doit rester calme, doit garder le sang-froid, comme tu dis, et éviter d'être exclu par l'arbitre. Mais moi, je ne le juge pas parce que le foot, c'est aussi les émotions, c'est aussi toute la rage que tu as quand ça ne marche pas comme tu l'aurais imaginé. Donc, moi, je peux le comprendre, même si faut rester calme toujours, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je me rappelle pas du dernier match où j'ai pas vu l'arbitre distribuer un carton à un membre du staff. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a certaines mesures qui peut-être tendent aussi à couper la relation et le dialogue que pouvaient avoir les arbitres et les joueurs, parce que maintenant, les arbitres, le seul interlocuteur d'arbitre, ça doit être le capitaine. Et si c'est le gardien, c'est un mec désigné sur le terrain. Donc, en fait, tu coupes aussi peut-être un petit peu cette relation. Mais est-ce que c'est pas nécessaire parce que parfois sur certaines décisions, on voit tous les joueurs de l'équipe se jeter sur l'arbitre. C'est délicat et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse et que l'arbitrage malheureusement continuera à être un débat dans le football jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps. Je pense que ça révèle aussi une certaine nervosité de la part de tous les acteurs du jeu où finalement, si on prend l'enjeu du championnat, toutes les équipes vont être concernées par une lutte, que ce soit pour l'Europe ou le maintien, ce qui rend très vite des matchs nerveux où l'enjeu est grand. Ce qui peut expliquer de la frustration venant des bancs ou des joueurs. Évidemment, nous, on appelle de nos voeux qu'il y ait moins d'avertissements, que tout le monde se tienne bien et sur les bancs et sur le terrain et au sifflet. Et puis, bien sûr, la problématique de la VAR, qui coûte cher, mais qui pourrait peut-être s'imposer comme une solution, un levier, même si on l'a vu, tu l'as dit, ça n'est pas la solution miracle. Alors le miracle, il a lieu quand Kevin Danzico est dans la charnière défensive de Differdange. Danzico, il a tout d'un pro, déjà parce que c'est l'un des rares de l'effectif du champion en titre à avoir un métier, à être lui aussi professionnel. Alors il est passé se changer pour être davantage en tenue civile, mais Kevin, il a un métier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? En fait, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, je suis indépendant. Donc, ensemble avec mon frère et aussi avec l'aide, bien sûr, de mon père, j'ai ouvert une société de rénovation au Luxembourg. Et c'est ce que je fais tous les jours, à part de jouer au foot. Voilà. J'essaie de gagner mon pain, de faire des projets au cours d'une année et de gagner comme ça un salaire à côté du football. Et voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, c'est ce que j'aime faire aussi parce que j'ai vécu ce monde de la construction, de l'immobilier depuis que je suis tout jeune à cause de mon père. C'est pour ça que c'était ça l'idée vraiment de me lancer là-dedans. Et si j'aurais maintenant un autre travail où j'avais des heures fixes, où je dois travailler pour un patron qui
qui me laissent pas, disons, parfois partir plus tôt, ou avec les congés, notamment cet été avec les matchs de Coupe d'Europe, j'avais l'impression que j'étais presque 2 mois absent du travail. Là, c'est facile parce que voilà, il n'y a personne qui me bloque. Si je ne peux pas aller au travail, je ne vais pas au travail. Si je dois partir plus tôt parce que le coach veut faire une analyse vidéo ou je n'ai pas l'entraînement un peu avancé, je peux le faire. Donc, ça marche assez bien pour le moment et je suis content. Comment tu te sens pas quand même un peu fatigué parfois quand tu arrives à l'entraînement? La journée, elle a été longue, tu as fait 8-9 heures de travail. Comment tu fais pour tenir en vrai? Bien sûr, on se sent fatigué, mais je dis c'est une question d'habitude à un moment donné. Au début, c'est difficile, mais si tu as ton rythme, tu as tes routines et tout, tu vas aussi pas te coucher maintenant à 1h du matin peut-être. Tu arrives quand même à gérer. Il y a des moments où c'est normal, tu es plus fatigué, des moments où tu te sens plus en forme. Il faut récupérer aussi parfois dans la semaine. Parfois, si tu es vraiment fatigué, tu dis aussi au coach, voilà, aujourd'hui, je fais un peu plus doucement. Mais ça va quand même, honnêtement, ça va. Et parfois, j'ai même l'impression que, vu que je suis tout le temps actif, depuis, je dis, 7-8 heures du matin, j'ai plus de force que... je dis, si tu arrives juste à l'entraînement. On a déjà parlé de ça, même, je ne suis pas le seul dans le groupe. Je dis, par exemple, Joff, il y a d'autres aussi, mais Joff, je sais, depuis toujours, il travaille aussi. Donc, voilà, super Joff. Et lui aussi, il travaille presque tous les jours. Tu attends encore ton colis. Hein. Oui, j'attends mon colis, Geoffrey. Voilà. Et on a déjà parlé de ça. On a parfois l'impression qu'on est plus en forme ou plus actif, plus réveillé, genre le soir, que les joueurs pros qui étaient allongés peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font toujours, mais parfois il y a des journées, ils sont allongés toute la journée sur le canapé. Voilà, c'est aussi dur. Après, tu arrives, tu n'as pas fait encore ton réveil, genre tu as des jambes lourdes. Parfois, ils sont allongés au lit jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Ouais. Donc parfois, ça a aussi des effets positifs. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je vous ai accompagné au Kosovo donc en Champions League, en tour préliminaire. J'ai vu qu'à la fin de l'entraînement, puisqu'on a eu la chance, c'était la première fois qu'on assistait à un entraînement complet, parce que normalement il n'y a que les 15 premières minutes qui sont ouvertes aux médias. Et à la fin de l'entraînement, il y a un seul joueur qui faisait des étirements, des exercices musculaires, en plus des autres pendant que les autres étaient en train de rentrer. C'était toi, Kevin. Est-ce que c'était Adrita? Est-ce que c'est l'expérience internationale, ton expérience avec la sélection, qui t'a appris à en faire plus que tes coéquipiers? Moi, honnêtement, je dirais que c'est plutôt mon corps qui m'oblige de faire ça parce que je dis, tout le monde a ses habitudes. Si c'est avant le match, si c'est après le match, tout le temps, je dis comment les joueurs doivent savoir comment ils se préparer pour un match et comment récupérer. Et tout le monde doit connaître son propre corps. Moi, je sais que des exercices, comme tu dis, après l'entraînement, de gainage, de renforcement, ça me fait du bien. Et c'est pour ça que je le fais. C'est vrai aussi que pendant mon temps dans l'équipe nationale, j'ai vu que tout le monde le faisait. Parce qu'avant, je ne le faisais pas trop. Mais là, vraiment, avant chaque entraînement, c'est des exercices de mobilité, d'activation, tout, même après les efforts. Voilà, je me suis un peu inspiré. J'ai vu que ça fait du bien. Et pourquoi pas apprendre des autres, du monde professionnel, des joueurs qui ont plus d'expérience, qui viennent vraiment du plus haut niveau. Et c'est depuis là que vraiment je le fais après ou avant chaque entraînement. Ce qui ne veut pas dire que je dis maintenant qu'on est obligé de faire ça. Il y a des joueurs qui font ni de la salle de sport, ni du gainage, ni de l'activation. Et ils sont toujours au top. Oui. Pas pour revenir encore une fois, mais Joff, c'est l'exemple parfait. Il est toujours là, il est toujours en pleine forme, il a toujours ses prestations, alors qu'il ne vient pas avec moi s'activer en salle. Tu me fais une passe décisive puisque tu viens de dire que ça t'avait apporté quelque chose, que tu pouvais apprendre des plus grands, de ceux que tu as côtoyés. Et donc l'année dernière, tu as eu 2 caps internationales lors des stages internationaux avec Lucols. La semaine passée, Jeff Strasser, qui était assis à ta place, a parlé de toi en des propos élogieux. Il était à ma place. Il a dit que voilà, il te surveillait, il te regardait, il regardait ton évolution, que c'était très intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que ça peut être humainement ou sportivement, c'est cette expérience avec les Root Leven. Ça m'a apporté la première semaine où j'étais là, ça m'a apporté beaucoup parce que c'est normal, tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est vraiment un sentiment pour moi. Je pense que pour tous les joueurs, c'est un sentiment de fierté déjà. Après, ça m'a fait du bien aussi, pas seulement sportivement, mais aussi de retrouver des visages que je connais déjà avant, des copains, voilà, des gens que... Tu avais vécu chez les jeunes aussi, J'ai vécu chez les jeunes, ça c'était vraiment aussi super pour moi, voilà, de les retrouver enfin après toutes ces années. Et après aussi, au niveau sportif, ça m'a apporté beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai appris les joueurs qui jouent au plus haut niveau. J'ai su m'entraîner avec eux, j'ai su observer, j'ai su parler avec eux. Et même les quelques minutes que j'ai eues sur le terrain, voilà, c'est de l'expérience. Tu joues quand même
là, on a joué au niveau international, mais là, je trouve quand même c'est encore une fois un autre niveau. C'est encore au-dessus. Tu joues les équipes A des autres pays et c'est vraiment quelque chose que peut juste te faire du bien en tant que joueur pour évaluer. Alors on va passer à un autre sujet avec un niveau beaucoup moindre puisqu'il s'agit de la Coupe nationale et les 32e de finale qui se profilent. Donc vendredi, effectivement, face à El Orange. Donc l'année dernière, vous aviez infligé un 14-0 face à Colmarberg. Est-ce que c'est important de bien débuter cette campagne avec le statut de champion en titre ? Bien sûr, c'est une question, oui, bien sûr. C'est important, le premier tour de la Coupe, c'est directement démarrer fort, de montrer, c'est nous les champions, c'est nous qui viennent d'une division supérieure et directement mettre le statut. Et je pense que chaque année, on a su le montrer sur le terrain, premier tour, et on va le faire à nouveau. Il n'y a aucune raison pourquoi on doit maintenant faciliter le premier tour de la Coupe. De toute façon, tu m'as très bien prouvé que ma question... Aujourd'hui, j'ai entendu parler quand je joue à la maison, en plus. Ils ont demandé de changer le terrain. Okay. C'est un scoop pour nous. Avec les lumières, je pense. Donc vendredi soir, on va jouer à la maison en plus, à Differdange. Parfait, du coup. Voilà. Ça, c'est bien. Alors il va peut-être y avoir un peu plus de débat puisque c'est l'heure du News Express. Donc je vous rappelle une info. Vous me dites si on la retient, si on la retient pas, ou qu'est-ce qu'on retient. Parce que là, je vais vous proposer de grappiller, notamment. On vient de parler des Route Leven. Florian Bonnert, MVP lors du match entre Amiens et Bastia vendredi. Dardari qui a fait ses premiers pas en Bundesliga dimanche, juste après le but de la victoire de Daniel Sinani. Sébatil, encore buteur. Clean sheet d'Anthony Morris en Saudi Pro League. Qu'est-ce que vous retenez du week-end des Route Leven ? Là déjà, tout ce que tu as dit, on va gagner la Coupe du Monde, je pense. Très bien. Moi j'ai envie de parler du match qui englobe deux news que tu as cités. C'est le St. Pauli-Augsbourg où... Dardari, dans la continuité de ce qu'on a vu sur les matchs internationaux, de sa préparation, il est récompensé, il fait sa première entrée en Bundesliga. Et Zinani, pareil, dans la continuité de ce qu'on a vu sur le début de saison, c'est actuellement un des meilleurs joueurs de Bundesliga, sur le début de saison évidemment, et qui marque encore le but décisif. Il joue tous les matchs, il joue quasiment toutes les minutes. En sélection, on a vu qu'il avait évidemment un rôle très important du fait que c'est un peu plus dépeuplé devant. Donc c'est bien qu'il carbure et c'est encore plus dommage qu'il soit pas là contre l'Allemagne du coup. Moi je vais aller sur Flo Bonnert, MVP face à Amiens en Ligue 2. Ça confirme sa montée en puissance à ce niveau. Aujourd'hui il est quasiment titulaire indiscutable à Bastia en Ligue 2. Et il reste encore jeune, je serais pas étonné qu'à terme, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, il puisse aller chercher un transfert plus haut en Ligue 1 ou ailleurs. Mais ça confirme sa montée en puissance d'un joueur qui s'installe soit en club ou en sélection. Très bien. On passe au foot féminin avec la Ligue 1 Dames qui a joué sa 2e journée. Et 3 équipes ont pour l'instant fait un sans faute. Le FC Mamers qui est allé s'imposer à Kergeng, 1-4. Differdange qui s'impose également à l'extérieur, 1-2 face à Diekirch. Et le Racing qui vient d'infliger une véritable fessée à l'entente Wormeldange Ostert avec un 22-0. Qu'est-ce qu'on retient ? Jouer contre le Racing, ça va être compliqué cette saison, je crois. Ouais. Jouer 22-0. 22-0, ouais. Et il y aura le remake. Là, c'est mercredi, justement, mercredi soir. Donc le remake entente WMH contre Racing. Ça va être compliqué. Et ça montre que je pense que cette saison, le Racing, ça va être très dur d'aller les chercher. Mais peut-être Differdange, on verra. Pour moi, ça me semble être le concurrent principal. Ce sera très compliqué, mais... on sait jamais, il faut toujours y croire dans le foot. J'imagine que Fabrizio Bay vise le doublé homme-femme. Il veut gagner partout, Fabrizio. Il veut gagner partout. Et je crois que dimanche, il y a encore un autre trophée possible pour Differdange, c'est en futsal. Avec la finale de la Supercoupe entre... c'est un derby en plus, entre Differdange et le Progrès. Et il me semble que c'est à 18h. Pareil, Progrès, on a vu que la saison passée, il se rapprochait un petit peu. Alors Differdange reste... l'équipe à battre en futsal, mais il se rapproche, donc ça peut être intéressant à suivre cette saison. Et puis il y avait également la promotion d'honneur avec Monderkange, toujours invaincu, Chifflange, Lanterne Rouge. Alors qu'est-ce qu'on retient de ces résultats en vrac, Belleval qui n'a toujours pas décollé. Monderkange invaincu. Finalement, l'an dernier, c'était le relégué le plus logique au vu d'une saison compliquée, mais ils montrent qu'ils sont là et qu'on pourra sans doute compter sur eux l'an prochain en BGL. Le Fola aussi qui subit une 2e défaite cette saison. On avait vu un gros mercato où certains pouvaient se dire le Fola ils vont surnager et tout, ça va être compliqué pour tout le monde cette année en PH. Fola compris.
Bon, en tout cas, on espère que ça ne sera pas compliqué pour Differdange parce qu'il y a quand même 2 matchs en retard en BGL League. Allez, le mot de la fin, Kevin. Le match contre Rodange, vous aimeriez bien le jouer avant la trêve d'automne ? Bien évidemment, oui, parce que comme ça, le bilan, disons, en fin d'année, il serait plus réaliste que d'attendre encore le match en retard pour l'année prochaine. Donc, bien sûr, j'espère qu'on peut le jouer encore jusqu'à la fin de l'année, mais je pense que... il y a la fenêtre internationale peut-être de novembre qui mais il pourrait sera pas là permettre. Si c'est pendant la fenêtre internationale. Et peut-être que le match contre le Racing, tu ne pourras pas non plus le jouer parce que tu seras en stage avec Just Tracer. Peut-être. Je sais pas maintenant si c'est positif ou négatif. Je dis plutôt positif. Je dirais plutôt positif. Ça se peut, oui. Nous verrons cela. En attendant, on va vous souhaiter une excellente semaine de football. Il y en a donc dès demain avec la Coupe des Dames. Puis il y a des matchs étalés de 32e jeu de finale de la Coupe nationale masculine entre jeudi, vendredi, samedi et même dimanche. Il y a du futsal. Demain débute également le Skoda Tour de Luxembourg avec un peu de cyclisme pour les amateurs de la petite reine. Boris, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Un plaisir. Repose-toi bien. J'ai survécu. Tu as survécu, on se revoit la semaine prochaine. Thomas, merci pour ton retour. Un grand merci, très content d'être revenu. Et j'espère que les téléspectateurs étaient ravis également. Et puis un énorme merci à Kevin Dansico qui est enfin venu sur le plateau après des mois où je le harcelais pour qu'il se dépêche ici alors qu'il n'était pas très loin. Merci Kevin. Merci à vous tous. Merci Marco. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, bye bye. Ciao. Ciao, ciao.